Où se trouve la forteresse de Kaamelott? Salut le chapeau rose. Salut. Aujourd'hui, je me demande où se trouve la forteresse de Kaamelott et plus généralement, dans quelle mesure y a-t-il un intérêt à repérer précisément l'endroit où se déroule une fiction? C'est une question moins superficielle qu'il n'y paraît. Salut et fraternité. Après la vidéo un peu spéciale sur Zola, aujourd'hui retour aux sources avec une analyse en deux parties, en deux vidéos, sur Kaamelott et Un village français. Deux séries très bien conçues, aux registres différents, mais qui nous permettront toutes les deux de discuter géographie dans la fiction et de nous demander où se situe précisément l'action. D'une manière générale, c'est un truc que j'aime bien faire, repérer sur une carte où se baladent les personnages, les interactions qu'ils ont avec leur environnement, les éventuels anachronismes, etc. Vous n'avez quand même pas grand-chose à foutre. Ah bah peut-être bien, mais je ne pense pas être le seul, parce qu'il existe des podcasts très bons au demeurant qui retracent chaque ruelle de Little Wing Jing dans Harry Potter, il y a des vidéos qui décortiquent point par point les anachronismes dans les films de Ridley Scott, et Tolkien lui-même nous a pondu des cartes détaillées de son univers. Les détails géographiques dans la fiction doivent donc bien avoir un intérêt, mais lequel? Eh bien, à mon avis, donner un cadre spatial à son œuvre, c'est super utile. Ça rend palpable l'histoire, ça structure le récit, ça apporte de la profondeur à l'œuvre. Les beaux tableaux ont tous un cadre et un arrière-plan, et c'est ce que Kaamelott et Un village français vont nous montrer. Ah, et comme de coutume, je vous invite, si ces vidéos vous plaisent, à vous abonner, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Allez, c'est parti. Commençons par Kaamelott, la vidéo sur Un village français arrivera dans un second temps. Kaamelott donc, cas très intéressant parce que c'est un joyeux mélange de fantaisie et de drame historicoïde. Un univers de légende qui s'inscrit dans la période historique précise de l'Antiquité tardive ou le Haut Moyen-Âge suivant vos préférences historiques. Il s'agit donc d'une interface très fertile pour écrire une fiction et Astier ne s'y est pas trompé en étudiant la période pour la maîtriser puis en jouer. Je me documente, j'ai lu des trucs, mais j'essaye d'en retirer la partie à peu près connue de tous. Voilà. Même les fausses idées que s'en font les gens, je les traite. J'essaye d'en faire un truc, ou de la rétablir, ou de l'amener quelque part. Mais t'as pas à respecter la légende arthurienne, t'as à poser une brique supplémentaire, te mettre à côté, un peu dedans, repartir, revenir, mélanger des trucs qui te plaisent, prendre des trucs dans l'histoire même, qui est pratiquement de 10 siècles antérieur un peu moins, mais à la légende, à l'écriture, à l'époque de l'écriture de la légende. Donc c'est un grand terrain de jeu, d'autant que je rajoute de l'heroic fantasy dedans. Donc je raconte des trucs et je pioche dedans, puis des fois je pioche pas, volontairement. C'est une nouvelle preuve que Astier a bien réfléchi à son œuvre, mais alors sur le plan spatial, que peut-on dire de la géographie de cet univers? Eh bien, commençons par la grande échelle. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre image du jour, c'est cette réunion entre les rois de l'ogre, dont la bonne humeur apparente cache, vous allez le voir, des relations tendues, voire hostiles. À l'interface entre culture romaine, clan celtique et incursion germanique, le royaume de l'ogre est en effet une terre de contraste, et pour le comprendre, sortons les cartes. Le royaume de l'ogre s'étend de l'Aquitaine à la Calédonie. Cet immense territoire est bordé par la Mare Germanicum à l'est, la Mare Oceanus et la Mare Cantabricum à l'ouest, et les Pyrénées Montes au sud. Le royaume a pour voisins les Visigoths, les Burgondes, les peuples saxons et vikings, tout en restant sous l'influence de Rome. Le pays s'étend sur plus de 25 000 lieues carrées, comptait entre 3 et 10 millions d'habitants en 474, et sa capitale fédérale est Kaamelott. Les échanges avec d'autres puissances sont réguliers, avec Rome bien sûr, mais les rapports diplomatiques s'étendent jusqu'à Byzance et même jusqu'à la Maurétanie et l'Égypte. Elles sont quand même bizarres leurs arbalètes. Ce royaume a mis du temps à acquérir une situation politique et administrative stable, et pour le comprendre, faisons un peu d'histoire. Au cours du 5e siècle, à mesure que la puissance romaine décline,
des velléités indépendantistes couplées à la pression des peuples limitrophes voient Uther Pendragon arriver à la tête du monde celtique et mettre en place un pouvoir autoritaire. Fallait pas venir les souffler dans les narines. Vous lui marchez sur le pied, il vous crevez un œil. À sa mort, le royaume se remorcelle en une multitude de petits royaumes et duchés, indépendants, mais souvent mal développés et perpétuellement en guerre. C'est un peu celui qui gueule le plus fort. Les clans sont en guerre permanente. En guerre. Entre eux ou contre nous? Contre les Romains. Entre eux et contre les Romains, les deux. Malgré tout, ces petits domaines finissent par s'unir à l'arrivée d'Arthur Pendragon, fils d'Uther, désigné par les dieux pour régner sur le royaume de l'ogre unifié, et c'est ce que l'on va voir maintenant. Le nouveau roi met très vite en place un état fédéral où chaque royaume a son autonomie. L'ogre est alors principalement composé d'un domaine insulaire, formé par l'Orcanie, la Calédonie, l'Irlande, la Carmélide, le Pays de Galles et le royaume de Camelot. Mais le roi a aussi autorité sur un domaine continental, composé de l'Armorique, de Vannes, de Gaune, de Bénoïque, les terres du roi Ban, et de l'Aquitaine. Malgré les incursions barbares, l'ogre entre alors dans un âge d'or rendu possible par la politique progressiste du souverain. Les réseaux de routes et d'aqueducs se développent, et la démographie explose grâce à la diminution de la mortalité infantile, des épidémies et des famines. Sur le plan culturel, le pays se dote de théâtre et développe la musique, les tournois et les sports. Cette réussite repose aussi sur des ressources économiques certaines. Le pays est en effet un grand producteur de vin, de bétail, de poissons, et est le premier exportateur mondial d'objets magiques. Je connais le truc, on a tout le tour du ventre des merdes. Des boucliers de destruction, des hallebardes de métamorphose, on a même un tabouret. Quand on s'assoit dessus, on se retrouve sur un autre tabouret dans une taverne dans le Languedoc. Sur le plan militaire maintenant, eh bien, le pays s'est doté d'un grand réseau de défense côtière et d'un des plus grands arsenaux de machines de guerre du monde connu. Malgré une armée parfois désorganisée, cette politique défensive a permis de maintenir à distance les tentatives d'invasion burgonde, vandale, saxonne, viking et wisigoth. Cependant, tout n'est pas rose dans ce pays contrasté. La corruption mine le pays, les mouvements sociaux et les aléas économiques ont affaibli la politique du souverain, et en 474, le pays sombre dans 10 années de ruines, avec le coup d'état de Lancelot du Lac, qui n'a été chassé du trône que récemment. On l'aura compris, l'instabilité politique et les difficultés économiques ont fait du royaume de l'ogre une terre de contraste, ballottée entre une administration inefficace et une politique volontariste. L'avenir nous dira si Arthur Pendragon et son grand projet fédérateur de quête du Graal permettront au royaume de l'ogre de tourner définitivement le dos à ces vieux démons. Pour aller plus loin, cette série de vidéos de la chaîne YouTube Capsule Pop, intitulée Sur la route de Camelot le film, dans lequel Eurygon retrace les lieux jadis arpentés par les personnages arthuriens. C'est quand même bien foutu les cartes. On devrait en utiliser à chaque fois. Mais on en utilise à chaque fois. Ouais, ça m'étonne pas, c'est quand même un sacré gain de temps. Bon, ok, je me suis fait mon petit kiff le dessous des cartes, et ça nous a donné un contexte général de la Terre de l'Ogre, mais ça ne répond toujours pas à ma question initiale, c'est-à-dire, par où faut-il que je regarde pour pouvoir placer Camelot sur une carte? Par la Bretagne. Ouais, d'accord. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en tirer du point de vue du récit? Au-delà du fait que c'est un domaine immense, peuplé de teubés, et donc difficile à organiser, ce qui alimente sans cesse les situations comiques, mais aussi le spleen d'Arthur. Alors pour répondre à ma question, j'ai inventorié scrupuleusement toutes les indications géographiques dans l'œuvre, ça m'a pris quelques heures. Et vous me racontez pas votre petite journée? Ah bah, faut le temps d'encaisser la vôtre déjà. Pas toutes les émotions d'un coup. Et donc voici en gros ce que je peux en dire. Camelot est au sud de l'île de Bretagne, à environ 1 jour et demi de Tintagel, 3 jours du Pays de Galles, et sur une colline bordée de forêts et de marais. Ça fait 10 ans que je vous dis de la raser, ça sera un prix de forêt. Au moins on verrait clair. Les plans extérieurs de la série nous apprennent que la forteresse est sur un promontoire, qu'elle possède des jardins et de solides infrastructures défensives. Camelot, du point de vue de la surveillance, c'est pas très compliqué. Vous avez un pont-levis, vous avez un chemin de ronde qui fait tout le tour du bazar, vous avez une tour de guet à chaque angle, vous avez un micheton perché sur le donjon, et pour tout le reste, ce sont des postes avancés un peu dans toutes les directions, qui sont censés allumer des feux au cas où ils voient quelque chose. Notons que le film ne représente pas Camelot tel qu'il est décrit dans la série. La colline est bien moins boisée, le château n'a ni jardin ni système de défense visible,
Mais on peut expliquer cette apparente incohérence par les 10 années de gestion destructrice du royaume par Lancelot. Il n'y en a plus d'argent, on n'a plus un radis. Quand même, on n'aurait pas pu se payer un interprète. Non mais vous allez pas vous y mettre vous aussi. Il faut vous le dire en quelle langue? On peut plus rien se payer du tout. Donc, avec toutes ces infos, je placerai la forteresse de Camelot ici, et il se trouve que c'est un des endroits candidats du point de vue archéologique pour avoir accueilli la mythique forteresse de Camelot, et d'ailleurs, certains comédiens y sont allés. Enfin, nous, on est allés, vous savez qu'on est allés à Camelot. Je sais pas si quelqu'un vous l'a dit dans la famille. On est allés à Camelot, au vrai Camelot, enfin au vrai Camelot. Canterbury. Voilà. Et donc je me disais que ça ressemblait bien à la légende Camelot, puisqu'il n'y a plus de Camelot. C'est-à-dire, c'est beau, hein, ceci dit. Il n'y a rien, mais c'est beau. Il y a quelques vagues pierres. Il y a un plateau comme ça, très haut, avec du brouillard, avec cette atmosphère dont on a envie là. Et c'est tout. Tout est à construire, enfin, voilà. À proximité immédiate du château, on trouve évidemment la taverne, à 4 lieues précisément, ce qui explique que Perceval et Caradoc peuvent y aller plusieurs fois par jour, mais ça leur prend un temps significatif. Entre parenthèses, ça implique qu'ils ont creusé 10 km de galeries dans le film, donc chapeau. Enfin, la forteresse est à proximité d'une part d'un village qui accueille un marché et est protégé par les chevaliers, et d'autre part des fermes de Guetno et Repars, et d'ailleurs c'est sur le chemin entre la taverne et les fermes que se situe la tour de Bohort et Lionel dans le livre 5, endroit où Lancelot est blessé. Et plus loin encore, on trouve des pâturages avec notamment les brebis de Guetno. Quand moi je dis fastidieux, pour les moutons, hein. Ça veut dire qu'on se les cague à se lever aux aurores hein, pour s'en occuper, que ça pue, et qui c'est qui ratisse la merde de la bergerie, c'est Bibi. Voilà ce que ça veut dire. Hein, alors, si vous voulez, je dis fastueux, voilà comme ça. Par ailleurs, il est assez facile de situer d'autres lieux emblématiques de l'œuvre, l'île de Thanet, Stonehenge et la colline de Silbury, Tintagel, la ferme des parents de Perceval à Caerdide, et le mur d'Adrien avec le camp romain du livre 6. Pour le camp, vous longez la côte par là, jusqu'au mur. Et au mur, vous longez le mur jusqu'au camp. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, en arrivant à Carmélide, on longe le mur d'Adrien. Ça, j'en suis sûr. Donc quand je vois le mur d'Adrien, j'ai dit, je suis rendu, voilà. Par contre, il est bien plus difficile de localiser précisément la plage et le phare du pêcheur, la maison d'Anton, le camp de Lancelot suffisamment proche pour que les personnages y aillent en guise de balade, la forteresse de Léodagan, les ruines de Bannes qui sont à 4 heures de Carmélide mais on n'a pas plus de précision, et tous les autres lieux dont je ne parlerai pas parce que ça risque à la longue de devenir bien chiant. On pourrait peut-être mettre tout ça dans un coin de notre tête et passer au sujet suivant, non? Oui, ça me semble pas mal. Et voilà, j'ai donné une réponse imprécise, peu satisfaisante et qui semble entraîner plein d'incohérences en termes de distance, mais finalement, ce n'est pas la réponse précise qui est importante. Après tout, on est dans de la fantaisie, dans un univers de légende, donc... On s'en fout! Et puis d'ailleurs, Astier lui-même a tout à fait conscience que la précision au jour de marche près n'est pas nécessaire du tout. Il y a quand même des choses auxquelles on ne peut pas répondre. Je ne suis pas persuadé de pouvoir répondre facilement au problème de la monnaie, par exemple, ou des trajets. Il n'y a pas de chevaux dans Camelot, très peu, c'est des gens qui marchent à pied beaucoup. Donc il faudrait gérer tout ça, ces particularités-là. Donc essayons d'aller plus loin que cette simple question qui est une sorte de prétexte pour réfléchir à l'importance du cadre géographique d'une œuvre. En réfléchissant à cette question, je crois avoir décelé 4 points importants. Et je vais vous les exposer les uns après les autres. Premièrement, la série regorge de petits détails spatiaux qui, pris individuellement, sont des easter eggs sans grand intérêt, mais qui ensemble donnent à voir un monde vaste, riche et propice à générer des situations dramatiques intéressantes. Même si on évoque un lieu ou un clan qu'une seconde, ça enrichit l'univers et ça offre la possibilité d'approfondir plus tard par d'autres moyens. Le cas du lac de l'ombre est un parfait exemple de ce premier point. Dans la série, il y a un épisode où Perceval et Caradoc qui racontent qu'ils viennent d'un lac et qu'ils ont rencontré un serpent géant, tout ça, etc. Et puis il y a un album qui s'appelle Le serpent géant du lac de l'ombre. Donc en fait, je ne l'ai pas souvent fait, mais ça m'est arrivé. Ce petit truc qui prend 45 secondes à l'écran, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah voilà un album pour dire exactement ce qui s'est passé. Deuxièmement, je veux souligner que ces détails géographiques s'incarnent chez Astier par le dialogue et par l'image, et en cela transcrivent l'évolution de l'œuvre.
Dans les débuts de la série, la richesse du monde était un arrière-plan discret mais habile dans les dialogues. Sans jamais tomber dans la paraphrase, Astier nous offrait alors un monde crédible et foisonnant par le discours. La butte aux cerfs, le tertre aux âmes, la moitié des marais maudits et 250 000 pièces d'or. 3 jours, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore atteint la frontière. Byzance, oui, il y a du pognon. Enfin, je les connais pas, les mecs, moi. Je serai vous tant qu'il fait beau, je me taperai toute la moitié nord du pays. Vous voyez, en plus, vous allez passer par Stonehenge au printemps, c'est magnifique. L'auberge des Dornards, mais c'est juste après la forêt, non? Faites 3 jours quête du Graal, 3 jours de voyage, 3 jours chez vous, 3 jours de voyage, 3 jours quête du Graal, 3 jours de voyage. On va pique-niquer sur la colline de Silbury. Vous voyez l'Armorique? Non. Agaromnia? Non. Burdigala? Non plus. Un nouveau territoire, je pense que j'en foutrais. Le royaume de l'ogre s'étend déjà jusqu'à la borne Aquitaine, ils sont tellement loin que j'arrive jamais à savoir ce qu'ils foutent. Ouais, c'est le vieux connard qui est sur la côte. Je vous envoie en mission de repérage pour le Graal, dans le nord de la Gaule, et vous trouvez le moyen de tomber sur un fakir. Non mais vous déconnez, à peine sorti du port, il a fallu qu'on rentre parce qu'ils arrêtaient pas de gerber. Il y en a combien autour de cette table qui savent faire de la cartographie? Moi, c'est ma spécialité. Mais c'est quoi ça? C'est l'île de Bretagne. J'ai fait tout le tour 2 fois pour être sûr. Et puis quand les moyens matériels se sont accrus, la topographie, la géographie et l'impression de grands espaces sont passés par l'image. Kaamelott, c'est une histoire d'un petit format télé qui pousse les murs de son propre format. Et pour pousser les murs de son propre format, parce qu'il y en avait vraiment besoin, parce que je ne pouvais plus continuer à mettre en scène ces personnages-là dans un environnement qui représentait 3 murs. Parce que si ces personnages-là ne sont pas aux prises avec un environnement dangereux, avec un environnement vaste, comme pouvaient être les terres vierges de l'île de Bretagne, donc de l'actuelle Angleterre, je veux dire, c'est des gens qui sont forcément un peu marins, un peu conquérants, qui vivent dans le froid, et ça se veut en plus de ça un monde héroïque fantasy, c'est-à-dire qu'ils côtoient des dragons, ils côtoient des monstres, ils côtoient le chaos tel qu'on le connaît dans sa définition des jeux de rôle, donc très difficile de les cantonner chez eux, quoi, au bout d'un moment. Donc effectivement, il y a besoin de la possibilité à un moment de les sortir. Et les sortir au cinéma, ça coûte cher. Voilà. Troisièmement, le genre de la série a son importance quand il s'agit de parler de géographie. Avec Kaamelott, on a affaire à de la fantaisie, à un univers de légende, donc les quelques incohérences de lieux ne portent aucunement préjudice au récit. Et je dirais même plus, les imprécisions et les incohérences sont bienvenues, parce qu'elles font écho à celles de la geste arthurienne classique, écrite sur plusieurs siècles par plusieurs auteurs pas forcément cohérents entre eux, et pour qui la précision spatiale était tout à fait secondaire. Enfin, quatrièmement, parler de géographie dans Kaamelott, c'est l'occasion de mettre en relief les thèmes centraux de la saga. On retrouve en effet dans la géographie les emmerdements du quotidien, la trivialité des situations, les défauts des personnages, les incompréhensions comiques, mais aussi des parcours tragiques, notamment l'errance d'Arthur dans toute la Bretagne. Et par ailleurs, le choix précis d'un lieu peut même avoir un intérêt central pour le récit, narrativement ou symboliquement. Comme exemple flagrant de cette remarque, je pense à Avalon où est censé mourir Arthur, mais aussi et surtout, évidemment, aux terres de Dagonet. Le domaine de cet abruti est en effet régulièrement évoqué lors des moments importants de la saga, à savoir le choix d'un lieu pour bâtir le château, l'emplacement du camp de Lancelot, le rêve d'Arthur à la fin du livre 6, etc. Ce lieu semble hyper important et je ne serais pas surpris que le Graal s'y trouve à la fin de la saga. Bref, les thèmes de Kaamelott sont tous présents dans la géographie, la vraie cohérence, la plus importante, est donc thématique. Là on peut parce que c'est thématique. En résumé, dans Kaamelott, Astier nous donne un panorama géopolitique pertinent et son œuvre est très riche en détails géographiques, ce qui crée un monde foisonnant, propice à des situations comiques ou tragiques. Les quelques incohérences qui en découlent sont finalement bien peu de choses dans cet univers légendaire et composite. L'exigence de précision n'est à mon avis pas du tout la même dans des œuvres historiques, et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de cette analyse à travers l'exemple de Un village français. En attendant, j'espère que cette première partie vous a plu et que vous vous satisferez de ma réponse incomplète à cette question simple: où se trouve la forteresse de Kaamelott ? Et voilà, c'est la fin de cette première partie. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la deuxième, qui portera, vous l'avez compris, sur la géographie dans Un village français.
et vous verrez que c'est pas la même limonade. Ah, et une autre petite annonce, je viens de me mettre au streaming sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer me voir si le cœur vous en dit. D'ailleurs, je serai en live l'après-midi de la sortie de cette vidéo, à 17h, ce sera l'occasion d'en discuter. Il me reste à vous dire merci beaucoup de répondre présent par les partages, par les encouragements, par les commentaires, ça me fait super plaisir de voir que mon verbiage vous intéresse. N'hésitez donc pas à vous abonner, à me donner votre avis en commentaire et à rester à l'affût pour la deuxième partie. A bientôt, et sur ce, rideau.